Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse consacrée à un sujet qui continue de fasciner stratèges, diplomates et observateurs du monde entier. Plus de 3 ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, une question essentielle demeure. Comment Vladimir Poutine a-t-il pu lancer une opération militaire d'une telle ampleur sans prévoir des alternatives crédibles en cas d'échec? Ce qui, en février 2022, devait être une intervention rapide, presque routinière selon Moscou, est transformé en une guerre d'usure parmi les plus brutales de l'Europe contemporaine. Aujourd'hui encore, alors que la Russie poursuit ses offensives et que l'Ukraine maintient sa résistance, une évidence se dégage. Le Kremlin avait misé sur un seul scénario. Un scénario qui reposait davantage sur les certitudes du passé que sur une lecture réaliste du présent. Pour comprendre cette situation, il faut revenir à la manière dont Poutine perçoit le pouvoir et la guerre. Contrairement à l'image souvent véhiculée d'un dirigeant froid et méthodique, comparable à un joueur d'échecs calculant plusieurs coups à l'avance, Poutine raisonne davantage comme un judoka. Le judo ne repose pas sur des constructions stratégiques complexes, mais sur l'attente du moment où l'adversaire se déséquilibre. On saisit alors l'ouverture, on frappe vite, on surprend, on impose une dynamique. Cette philosophie d'action, Poutine l'a appliquée à la politique internationale tout au long de sa carrière. Au début des années 2000, cette approche lui procure plusieurs succès rapides. En Tchétchénie, son autorité se consolide grâce à une campagne militaire menée avec une brutalité assumée. En 2008, les interventions express en Géorgie démontrent la capacité russe à agir vite et à imposer un fait accompli avant que l'Occident ait le temps de réagir. En 2014, l'annexion de la Crimée s'opère en quelques semaines, presque sans opposition majeure. Quant au Donbass, Moscou y installe un conflit gelé qui lui permet de maintenir l'Ukraine sous pression pendant des années. À chaque fois, la Russie agit selon le même schéma. Attaque éclair, surprise stratégique, absence de véritable riposte occidentale. Ces succès répétés finissent par installer au Kremlin une conviction profonde. L'Occident proteste, mais finit toujours par accepter. La réaction internationale à la Crimée renforce cette impression. Malgré les sanctions annoncées, plusieurs pays européens poursuivent leur rapprochement économique avec Moscou. L'Allemagne avance dans le projet Nord Stream 2, augmentant encore sa dépendance au gaz russe. Aux yeux de Poutine, tout cela confirme que l'Europe rechigne à la confrontation directe. Avec ce bagage psychologique, Poutine se persuade que l'histoire suit un chemin prévisible. Il croit que l'Ukraine, divisée et affaiblie selon ses analystes, pliera rapidement. Il pense que l'Europe, absorbée par ses crises internes, cherchera avant tout à éviter une escalade. Et il est persuadé que l'OTAN se contentera d'observer sans s'impliquer. Lorsqu'il donne l'ordre d'envahir l'Ukraine, il est convaincu que Kiev tombera en quelques jours, que le gouvernement s'effondrera ou fuira, que la population accueillera les soldats russes avec résignation ou silence. Il n'imagine pas un seul instant que la résistance serait massive, organisée et déterminée. Pourtant, depuis 2014, l'Ukraine a profondément changé. Le pays a forgé une véritable conscience nationale, renforcée par des années de tensions dans le Donbass et par la volonté de émanciper définitivement de Moscou. L'armée a été réformée, équipée, entraînée. La population, loin d'être passive, se mobilise dans une résistance qui surprend le monde entier. Mais la plus grande erreur de calcul de Moscou concerne l'Europe. Poutine s'attend à des divisions, à des hésitations, à un manque de volonté politique. Or, en 2022, le continent opère un sursaut inattendu. Allemagne suspend immédiatement Nord Stream 2. Union européenne adopte des sanctions une ampleur historique. L'aide militaire et financière à l'Ukraine devient massive. Les pays baltes, la Pologne et l'Europe du Nord affichent une unité sans précédent. La Finlande et la Suède renoncent à des décennies de neutralité et rejoignent l'OTAN. Pour la première fois depuis la guerre froide, l'Europe se reconstitue autour d'un objectif stratégique commun. Poutine n'avait pas prévu cet alignement. Il n'avait pas anticipé non plus que les États-Unis réinvestiraient massivement la sécurité européenne. Il croyait que l'Occident était fatigué, divisé, vulnérable économiquement. Il se trompait sur toute la ligne.
À cette erreur de « analyse S » ajoute un problème interne majeur. Le système politique russe ne laisse plus de place à la contradiction. Au fil des années, le cercle autour de Poutine s'est rétréci. Critiquer le président, ou simplement exprimer un doute, devient un risque professionnel, parfois même personnel. Les rapports des services de renseignement lui présentent une Ukraine affaiblie. Les militaires lui promettent une progression rapide. Les conseillers, soucieux de lui plaire, répètent que l'Europe ne prendra pas de mesures drastiques. Le résultat est un dirigeant enfermé dans sa propre vision du monde, privé d'informations contraires, persuadé que tous les paramètres jouent en sa faveur. C'est ainsi qu'en février 2022, la Russie se lance dans une opération colossale, sans véritable plan de repli. Toute la stratégie repose sur un effondrement rapide de l'Ukraine, un accord politique forcé et un Occident résigné. Dès les premières semaines, ces suppositions s'effondrent. Et pourtant, même face à la résistance ukrainienne et à la mobilisation européenne, le Kremlin persiste. Il opte pour une militarisation progressive du pays. L'industrie russe se transforme pour soutenir la production d'armements. L'économie est réorientée vers l'effort de guerre. La société elle-même est mobilisée à travers propagande, répression et augmentation constante des effectifs envoyés au front. Mais cette adaptation tardive n'a rien d'un plan B pensé. Il s'agit plutôt d'une fuite en avant. Ne disposant d'aucune alternative politique crédible, Poutine se résout à une stratégie d'usure. Les offensives russes avancent parfois de quelques centaines de mètres au prix de pertes humaines immenses. La guerre se transforme en un conflit de tranchées modernes qui rappelle, par certains aspects, les pires épisodes de la Première Guerre mondiale. C est un modèle que la Russie N avait pas anticipé et pour lequel elle N n'était pas préparée. À l'intérieur du pays, la narration officielle commence à s'essouffler. Au début, la propagande parle de sécurité nationale, de dénazification, de protection du monde russe. Mais au fil des années, les pertes humaines, les promesses non tenues, les difficultés économiques et la lassitude sociale érodent la cohésion interne. Même parmi les élites, la confiance dans la capacité de Poutine à mener la Russie vers une victoire claire devient incertaine. Et pourtant, malgré tout cela, le président russe n'a pratiquement plus de marge de manœuvre. Accepter un accord de paix qui, inclurait pas des gains territoriaux significatifs reviendrait à reconnaître un échec monumental. Dans le système politique russe actuel, un tel aveu mettrait directement en danger son maintien au pouvoir. Reculer est trop risqué. Continuer est coûteux. Escalader serait dangereux face à l'OTAN. La logique stratégique de Poutine se transforme en piège. La guerre en Ukraine illustre ce qui arrive lorsque un dirigeant interprète le présent à travers les lunettes du passé, confond certitude personnelle et réalité géopolitique et s'enferme dans une vision qui ne souffre aucune contradiction. Poutine n'aura pas préparé de plan B parce que il était convaincu que il en aurait jamais besoin. Il croyait que Europe se comporterait comme en 2014. Il croyait que Ukraine vacillerait comme autrefois. Il croyait que les limites de ses adversaires seraient toujours les mêmes. Mais le monde avait changé, et aujourd'hui, il se retrouve pris dans une guerre longue, coûteuse, imprévisible, dont il ne peut ni sortir sans perdre la face, ni gagner sans sacrifier encore davantage l'avenir de son propre pays. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous souhaitez d'autres récits approfondis sur la géopolitique internationale, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire.